Bien, très cher intervenant, il est 10 heures, heure de Kinshasa, à ma montre. Je propose de démarrer. Qu'en pensez-vous? Oui? Très bien. Très Très bien. super. Écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Le FPM est un fonds qui a pour vision la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'il met en place cette plateforme qui offre une série de webinaires qui vont vous proposer toute une série de thématiques qui au fait touchent aux problématiques rencontrées au niveau du secteur financier. Alors, le thème d'aujourd'hui est services financiers numériques, une donne incontournable pour les institutions financières dès 2020. C'est très bien de présenter le sujet, mais ce sera encore mieux de pouvoir introduire notre hôte, finalement le FPM. Ainsi, ça permettra à tout le monde d'en savoir plus sur cette institution. Comme je l'ai dit, le FPM est un fonds qui a donc différentes missions. Il vise à soutenir la construction et le développement d'un système financier inclusif et responsable en appuyant techniquement et financièrement les institutions financières qui ciblent en particulier les micro, petites et moyennes entreprises et des populations actives à faible revenu. Le FPM a été institutionnalisé en 2010 en tant qu'association sans but lucratif de droit congolais et en 2014, le véhicule sœur, FPM-SA a été créé pour assurer également le refinancement des institutions financières en République démocratique du Congo. Les deux entités sont depuis lors complémentaires. Nous avons le FPM-ASBL qui apporte une assistance technique aux institutions financières offrant des produits et services financiers aux MPME et d'autre part le FPM-SA qui est dédié au refinancement des institutions financières. Les deux véhicules sont des entités légales différentes, chacune avec ses propres instances de gouvernance, mais partageant la même vision et la même mission. Nous tenons donc à remercier le FPM pour cette opportunité et pour la plateforme. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir les trois intervenants qui vont aujourd'hui animer les débats. Alors, peut-être avant même d'en arriver aux intervenants, c'est vrai que lorsqu'on parle des services financiers numériques, ce n'est pas toujours très clair parce que le champ est très large. Nous avons fait le choix de circonscrire le périmètre de ce webinaire. Donc, nous allons parler de quoi? Le premier sous-thème sera faire un état des lieux, parler des stratégies, des conditions et des enjeux. Le deuxième sous-thème va consister à faire un point sur le rôle des fintechs dans la modernisation des institutions financières. Et enfin, ce serait intéressant de partager avec vous un cas pratique qui présentera trois modèles de déploiement. Donc, accrochez-vous, ce sera intéressant. Alors, je l'avais anticipé, je l'avais dit, sans doute parce que les profils étant tellement intéressants, je voulais absolument les présenter avant même de définir le périmètre. Mais nous y sommes, donc je vais prendre le temps de présenter nos trois intervenants. Nous avons tout d'abord Jean Kabongo. Il est un praticien en finance digitale avec une expérience dans la conception de la stratégie et la mise en place des canaux alternatifs et produits financiers mobiles et digitaux. Il justifie de plus de 11 ans dans le secteur de la microfinance. Bonjour Jean et merci de nous honorer par ta présence. Nous avons ensuite Edwige Takassi, que nous avions eu la semaine dernière. Donc, Edwige est de retour, cette fois pour nous parler de son expérience dans les services financiers numériques. Qui est Edwige? Titulaire d'un master en management de l'École supérieure de commerce de Rouen, en France, Edwige a plus de 18 ans d'expérience professionnelle internationale, dont 10 en tant que manager et 5 en tant que coach managérial. Edwige Takassi était pendant 9 ans directrice générale adjointe chez Equity Bank Congo. Après avoir été auditrice senior chez PricewaterhouseCoopers au Luxembourg,
et directrice générale de Procrédit Ghana. En marge de ses activités de consultance et formation, Edwige s'investit dans le coaching des jeunes professionnels et jeunes entrepreneurs, notamment dans l'éducation financière et le renforcement des capacités managériales. Bonjour Edwige et bienvenue. Bonjour Alexandra, merci. Et enfin, Christophe Bretagnol. Christophe est parmi nous, mais il est important de pouvoir le présenter également comme les deux autres intervenants, bien entendu. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine informatique, Christophe supporte les institutions financières et leur digitalisation depuis 2007. Combinant une connaissance approfondie des processus et produits bancaires avec une connaissance large des systèmes et du développement informatique, Christophe procure avec PCES des solutions à la fois d'un point de vue conceptuel et pratique pour aider les institutions à naviguer les flots complexes de la digitalisation. Les problématiques spécifiques de l'Afrique subsaharienne ne lui sont donc pas étrangères car il a formé, établi et mentoré plusieurs équipes sur le continent de la République démocratique du Congo au Ghana, en passant par le Mozambique. Bienvenue Christophe. Merci de me recevoir. Alors, aux côtés de nos trois intervenants, j'aurai le plaisir d'avoir comme co-modératrice une experte du FPM qui nous honore par sa présence. Nous avons donc Sephora Chiombo, qui est Senior Project Manager au FPM ASBL en charge du Centre de compétences innovation technologique. Ce centre traite, analyse et met en œuvre les projets numériques des institutions financières partenaires du FPM ASBL. Depuis plus de 2 ans, Sephora a piloté plusieurs projets en finance numérique au sein des institutions financières partenaires du FPM. Bonjour Sephora, bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir à mes côtés ce matin. Bonjour Alexandra, bonjour à tous, merci. Alors, quelques incontournables. Nous voulons que cette expérience soit juste waouh, qu'elle soit top pour vous. Alors, ce que nous vous proposons de faire, c'est de respecter quelques petites règles. Tout d'abord, les micros, nous vous demandons de bien vouloir les couper si ce n'est pas encore fait par défaut en entrant dans le webinaire, dans la salle virtuelle. Ensuite, nous allons vous proposer d'adresser vos questions aux différents intervenants dont l'outil, au fait, on va dire l'option Q et R qui est située dans la barre d'outils Zoom. Si vous souhaitez partager un avis, n'hésitez pas à le faire via le chat et nous, c'est avec plaisir que les intervenants ainsi que nous-mêmes prendrons le temps de réagir en même temps que vous au fil du webinaire. L'agenda de ce jour, on ne peut pas avancer si on ne s'est pas mis d'accord. Alors, comment va se structurer notre matinée? Nous allons démarrer avec les exposés de nos intervenants, puis ensuite nous prendrons le temps de vous donner la parole avec vos questions, vos réactions. Nous vous répondrons. Puis ensuite, nous ferons un moment où nous allons prendre votre satisfaction, évaluer votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Puis alors, ce sera le moment de la conclusion où je repasserai le micro à Sephora pour que le FPM fasse sa conclusion. Et comme la dernière fois, une petite surprise pour la fin. Donc, restez accrochés, ne nous quittez pas avant la fin du webinaire. Sans plus tarder, nous allons passer au moment exposé où nos intervenants vont vous adresser quelques recommandations ou conseils. Alors, pour démarrer, je passe le micro à Sephora. Merci Alexandra. Chers participants, avant le début des exposés, nous allons vous demander de répondre à certaines questions. En fait, chacun de nos intervenants a préparé une question à vous poser et cette question vous sera posée avant chaque exposé. Alors, notre première intervenante, Edwige, a proposé une question. Elle aimerait savoir quels sont, selon vous, les plus grands défis des institutions financières par rapport à la migration vers les services financiers numériques. Pour ce faire, je vous invite à répondre au sondage qui va s'afficher sur votre écran. Voilà. Je vous laisse 2 minutes pour y répondre. S'il vous plaît, n'attendez pas, nous attendons votre participation.
Alexandra suit ce sondage avec moi. Yeah. Elle récolte vos 1%. réponses. Oui. Les intervenants aussi répondent. Ah, ça monte, Sephora. 4%, Ah. 7%. Écoutez, ne soyez pas timides. Ils sont là pour vous. Et je pense que le fait de... Oula, j'ai même pas besoin de leur demander de plus être timide parce que ça monte. 23%, 25, 27. Allez, encore 1 minute, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est l'occasion de donner vie et de donner vraiment un format assez particulier et interactif à ce webinaire. Nous atteignons bientôt les 50%. C'est très, très bien. On voit que les réponses sont assez mitigées. Je vais les partager tout à l'heure. Continuez, s'il vous plaît, à réagir avec nous. 60% de personnes ont déjà réagi. On va encore attendre un petit peu. Comme Sephora s'est engagé pour 2 minutes, je respecte les 2 minutes quand même. Hein. Merci. Merci, Alexandra. 72% des personnes ont réagi. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas, partagez vos réponses. C'est quand même de toute façon anonyme. Le but, c'est vraiment de jouer le jeu et de permettre à notre intervenant de pouvoir rebondir sur finalement ce que vous pensez être les défis les plus importants. Ça continue de monter, donc nous patientons encore quelques secondes. Je vais mettre dans 10 secondes, je vais mettre fin au vote. Ah, de toute façon, la tendance a tendance à se tasser. Donc, nous mettons fin au vote. Et voici les résultats. Très clairement, Edwige, il semblerait, d'après nos participants, que l'un des plus grands défis pour eux par rapport à la migration vers les services financiers numériques, c'est la nécessité de changer et d'adapter le système informatique de gestion. Et alors, comme vous pouvez le constater, le coût et la difficulté d'adaptation de la part de la clientèle arrivent en seconde position. Ben, c'est bien, on en parle. Mais moi, j'aimerais que tu puisses nous dire, Edwige, qu'est-ce que toi, tu en penses? Selon toi, quel état des lieux, quelle stratégie, quelles sont les conditions et les enjeux? Edwige, nous t'écoutons. Merci Alexandra, bonjour à tous. Avant de rentrer dans les détails justement des points qui semblent les plus cruciaux en termes de challenge pour les institutions financières ou les représentants qui sont parmi nous, on a trouvé important de faire d'abord un état des lieux. Quand on parle de services numériques, services financiers numériques ou digitaux, de quoi parle-t-on? Alors, de manière générale, on parle de tout ce qui peut permettre à la clientèle d'avoir accès à son argent et aux services bancaires à distance. Donc, on part du système du passé qui était centré sur les banquiers ou les opérateurs où il fallait aller dans une agence physique pour faire une transaction, prendre un crédit, déposer son épargne, retirer de l'argent, déposer de l'argent, etc., etc., à une situation, un modèle où les institutions donnent de plus en plus accès à leurs clients à distance, de chez eux ou de tiers comme les agents bancaires par exemple. Donc sur le slide, vous pouvez voir les différents services qui peuvent être regroupés dans services financiers numériques, à commencer par les plus standards qui ont commencé il y a des années, comme simplement avoir des distributeurs de billets, pouvoir avoir des marchands où on peut payer, le système de agency banking, agent bancaire, qui permet de faire principalement des dépôts et des retraits au moyen d'une carte ou au moyen d'un téléphone, toujours accès à ces comptes. Mais aussi, de plus en plus, ces services se diversifient et deviennent plus sophistiqués, en fait, parce que on est face à une situation où la clientèle devient de plus en plus demandeuse aussi de solutions et on quitte le modèle dépôt-retrait à un modèle où l'écosystème s'étoffe et on peut faire maintenant des paiements, des transferts d'argent. C'est possible d'interagir avec ce qu'on appelle des bots. Donc, sur WhatsApp ou sur un autre réseau social, vous pouvez interagir avec la banque, le système qui vous donne des informations et peut probablement répondre à 90% de vos questions. Ça peut être aussi le paiement des factures, le paiement des salaires pour les PME, recharger son crédit téléphonique, etc., etc. Et enfin, le cœur de métier de la banque, c'est-à-dire le financement, peut aussi être déployé via des services financiers numériques. Donc, c'est un peu la sophistication, le sommet de la sophistication, le moment où le client
entrepreneur ou salarié ou autre peut faire sa demande de crédit en ligne et qui est un système automatique qui calcule les différents paramètres et automatiquement donne une réponse rapide au client. Donc, c'est plus pratique, c'est plus rapide du point de vue du client, mais aussi du point de vue des institutions financières. Il y a toute une problématique d'investissement au début, mais de gain en coût plus tard. Je crois que les intervenants suivants vont y revenir. On peut continuer, Alexandra. La situation en RDC. On ne peut pas parler de services financiers numériques ou digital financial services sans parler du mobile money en fait. Parce qu'au-delà de e-banking, web banking, si on veut offrir des paiements, des services de paiement aux clients, il faut dématérialiser l'argent. L'argent doit être électronique. Aujourd'hui, en RDC, on a un taux de bancarisation qui avoisine les 20%. Quand on prend toutes les banques et institutions financières réunies, néanmoins, le taux de pénétration du mobile money, qui inclut d'autres acteurs à part les banques et institutions financières, est de 44%. Les opérateurs de monnaie électronique sont en fait des filiales des opérateurs de téléphonie mobile en RDC. Et nous sommes dans une situation où les deux types de prestataires se parlent et on va dans une direction où le fait d'avoir un compte bancaire permet de transférer de l'argent ou payer vers quelqu'un qui a un compte en monnaie électronique et vice-versa. On arrive vraiment à une situation où l'écosystème devient intéressant et ça devient intéressant de laisser de l'argent dans un porte-monnaie électronique pour pouvoir l'utiliser sous forme de paiement. Le potentiel est là. Quand on regarde sur base d'une étude qui a été publiée par le FPM en 2016, on voit que les réalités, par contre, sont différentes d'un coin à l'autre de la RDC. On voit que le taux de pénétration des services mobile money, et l'étude s'est vraiment intéressée à où c'était actif, le taux est le plus élevé à Goma, Bukavu, à l'est, alors qu'il est le plus faible à Lubumbashi et à Kinshasa. Alors la différence, il y a différentes raisons derrière ces différences, mais on constate en tout cas que lorsque ça devient une nécessité, par exemple pour des raisons sécuritaires, notamment à l'est, l'utilisation de la monnaie électronique se développe beaucoup plus vite. Et par contre, quand on a beaucoup d'alternatives, facilement accès au cash, on a tendance à se cantonner vers le cash, malgré le fait que ça peut être très pratique d'utiliser les moyens, les services de mobile money. On peut continuer, Alexandra? Donc, le potentiel est là. Les opérateurs offrent des services de plus en plus diversifiés, de plus en plus sophistiqués. Néanmoins, on constate quand même que 34 à 35% de taux d'utilisation à Kinshasa, c'est quand même assez faible. À l'Est, c'est beaucoup plus élevé, mais de manière globale, en RDC, il y a encore beaucoup à faire. On est à peine à 44%. Et pour cause, la majorité des plus grandes dépenses, ici on a le top 6, mais même si on regarde juste le top 4, nourriture, loyer, habitation, loisirs, santé, ces dépenses-là, les plus importantes des foyers, se font toujours en espèces. Et quand on regarde au-delà des foyers, mais aussi les PME, l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Il y a tout un ensemble de paiements qui doivent être faits, mais qui sont toujours faits en cash. Le paiement du personnel, le paiement des fournisseurs, le paiement des loyers, la réception des paiements par les clients. Ça se fait en majorité en cash, sauf dans les situations de nécessité, s'il y a un problème sécuritaire par exemple, ou lorsque la PME se trouve dans l'écosystème d'une compagnie dite corporate. Donc ça peut être des brasseurs, des compagnies de téléphonie, les miniers, les banques, où généralement ces compagnies plus établies et plus formalisées demandent à ce que la PME ouvre un compte bancaire pour que les paiements puissent être faits à ce niveau-là. Donc malheureusement, il semblerait que la formalisation et le mouvement vers le fait d'avoir des comptes et d'utiliser non seulement les comptes classiques, mais aussi les comptes électroniques, ce soit généralement poussé par la nécessité. Justement, ça tombe bien, nous sommes en pleine pandémie. Je pense que la nécessité est là. C'est réellement le moment pour les opérateurs et les institutions financières de repenser leur business model et de voir ce qui ne marche pas et d'aller vers ce qui marche. On peut aller au slide suivant, Alexandra. Donc, si on regarde justement ces situations-là, les opportunités, la pandémie qui fait qu'on doit réfléchir aux choses différemment. Certaines fois, les agences n'ont pas pu être ouvertes dans certaines zones. C'était un problème pour les clients. Et
au-delà de ça, je pense qu'il y a des leçons à tirer sur le long terme. Les recommandations qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport aux services financiers numériques, notamment par rapport aux institutions financières qui semblent être à la traîne comparées aux opérateurs de monnaie électronique, justement, c'est de commencer quelque part. Alors, il y a un existant, il y a plusieurs banques, 4 ou 5 qui offrent des services financiers numériques assez élaborés. Néanmoins, il y a aussi plusieurs institutions de microfinance, des institutions plus petites qui tardent à s'y mettre pour diverses raisons. Le sondage a montré qu'il y a plusieurs raisons derrière. Il y a le fait qu'elles ne savent pas par où commencer, elles manquent de moyens peut-être. Il y a une certaine diversité d'offres. On ne sait pas en termes de rapport qualité-prix dans quelle offre il faut investir. Est-ce que le client lui-même va pouvoir s'adapter? Différents éléments qui font que peut-être que les institutions hésitent. Mais ce qui est clair, c'est que les institutions qui ne pourront pas diversifier leur modèle, réadapter leur modèle, seront à risque comparées à celles qui seront plus rapides. Ça, c'est une certitude. Donc, on est dans un point de non-retour. On ne peut qu'avancer. Il faut un peu de recherche. Il faut commencer là où on est. Ce qu'on recommande, c'est commencer avec des solutions qui sont modulaires. Donc, certaines fois, on voit les services financiers numériques comme quelque chose de très complexe et très élaboré. J'ai montré dans mon premier slide que ça peut être des dizaines de types de services, mais on peut commencer par le plus basique, des services très simples et élaborés ensuite. Et on sait également qu'il y a différents modèles qui dépendent aussi du niveau de préparation de l'institution financière, de son système bancaire, de son système informatique de gestion, de ses moyens. Donc, les institutions peuvent commencer avec les solutions basiques où on utilise le téléphone, le mobile comme un outil, hein, même les téléphones ordinaires, pas forcément les smartphones. Et ces institutions peuvent être aussi des agents dans l'écosystème d'autres institutions qui offrent ces services. On peut commencer par là. Ça permet de diversifier ces services et permettre à ce que ces clients puissent utiliser leur argent à autre chose que juste les dépôts et les retraits. La deuxième étape pourrait être le fait d'utiliser les réseaux existants d'autres institutions et développer son propre réseau en parallèle, étape par étape. Et ensuite, le troisième modèle qui peut se construire là-dessus, c'est développer ses propres services bancaires beaucoup plus élaborés, permettre aux clients de faire des choses, de faire des paiements ou des opérations avec débit direct sur leur compte bancaire, ou être distributeur de services tels que les assurances, par exemple, ou autres. Donc, il y a différentes façons d'y arriver. Il ne faut pas croire qu'il faut être prêt à embrasser toute la panoplie de services. On peut commencer avec les bases et construire autour. Mais c'est important, il y a quand même des impératifs. Il y a une réglementation qui a été mise en place, il faut la respecter. Donc, être très en ligne avec la réglementation de la Banque centrale, notamment tout ce qui est problématique de KYC, Know Your Customer, donc l'identification du client quand on permet par exemple des ouvertures de comptes à distance reste extrêmement important. C'est important également de ne pas faire d'impasse sur la sécurité. Donc, les solutions qu'on adapte doivent être des solutions avérées et sécurisées. Néanmoins, la sécurité, c'est aussi tous les process qu'on met derrière. On en parlera un peu plus tard dans les expositions suivantes. Les procédures, les personnes qui sont en charge du suivi doivent être extrêmement bien formées, extrêmement bien outillées. Et la formation doit aussi s'étendre aux clients. Donc, on disait tout à l'heure, est-ce que les clients vont adapter? Le client, il s'adapte à ce qu'il comprend. On l'a vu lors de différentes innovations. Il faut accompagner le client durant les premières transactions, ne pas hésiter à mettre en place des équipes de terrain pour montrer au client. En anglais, on dit souvent le hand-holding. Pour les premières transactions, il faut vraiment accompagner le client. Sa première transaction, sa 10e transaction, sa 20e transaction s'il faut, pour qu'il se sente en sécurité, pour qu'il maîtrise les différentes étapes et qu'il puisse ensuite les utiliser de manière autonome. Donc, si je dois résumer, commencer avec des solutions modulables, favoriser des solutions qui sont interopérables aussi avec d'autres systèmes, ne pas faire d'impasse sur la sécurité, ça a un coût, mais le coût de la non-sécurité est beaucoup plus élevé. Il faut former, et il faut garder en tête qu'il y a différents modèles de déploiement et il faut commencer quelque part. Je précise aussi
que ce qui est intéressant à RDC, c'est que les premiers services financiers numériques ont été apportés dans le secteur bancaire, ont été apportés non pas par une banque, mais par une institution de microfinance. Donc, on va en parler tout à l'heure. C'est important parce que certaines fois, on a l'impression que peut-être que les banques avec plus de moyens sont les pionniers dans tout, mais là, pas forcément. Il y a des choses qui peuvent être apprises des deux côtés. Les banques apprennent des institutions de microfinance et vice-versa. Okay. Voilà, Alexandra, un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet. Très bien. Mais en tout cas, merci Edwige. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'exposé apporte des éléments, mais au niveau du chat, au niveau du Q&R, il y a énormément d'interactions, il y a des questions qui rentrent. Donc, comme on vous l'avait dit, on veut ce webinaire interactif. Je ne vais pas attendre la partie des questions-réponses si tu es d'accord, Edwige, et je vais déjà te soumettre 2 préoccupations récoltées du chat. Comme ça permettra déjà de pouvoir élaguer certaines questions. Est-ce que ça te convient? Très bien. Génial, génial. Alors, il y a un intervenant qui demande quels sont les enjeux et les défis, parce que tu as présenté beaucoup de choses, tu as formulé des recommandations, mais il voudrait quand même savoir en 2 mots, quels sont les enjeux et défis de la digitalisation des services financiers après ou à la suite de la COVID-19. Donc, selon toi, microfinance ou banque, quels sont les enjeux et les défis, quoi? Alors, si je dois résumer en une phrase, pour moi, les services financiers numériques doivent révolutionner le secteur bancaire de la même façon que l'Internet a révolutionné notre façon de fonctionner. Donc, si on repart, quand à l'avènement d'Internet, il y a peut-être des entreprises qui ont continué à fonctionner de manière traditionnelle sans forcément s'y intéresser. Et puis, il y a celles qui s'y sont adaptées assez rapidement. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler, fonctionner sans les outils justement qui ont été développés autour d'Internet. Donc, il y a eu une opportunité, il y a tout un écosystème qui s'est développé autour et parce que le client en aura besoin, il faut que le prestataire de service s'y adapte. Donc, l'enjeu, il est là. On est dans une situation où le taux de bancarisation est plafonné en dessous des 20%. Par rapport à l'apport classique du secteur bancaire et on ne pourra aller à la frontière suivante, à l'étape suivante, que si on utilise justement les nouvelles technologies à bon escient. L'enjeu est vraiment là. Pour moi, ça fera la différence entre les institutions qui seront encore là dans 10 ans et celles qui simplement disparaîtront. Donc, tu reconfirmes le fait que ce soit vraiment une étape qui devient incontournable suite à la COVID-19, quoi, cette migration. En particulier, oui, parce que je pense que du point de vue de l'utilisateur s'est réellement rendu compte que les opérateurs et les institutions qui lui donnaient des canaux alternatifs, des solutions alternatives pour avoir accès à son argent étaient finalement celles qui répondaient à ses besoins. On peut être bloqué quelque part, on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller à la banque. Est-ce qu'on doit arrêter de fonctionner ou est-ce qu'on peut continuer à avoir les services financiers et à interagir avec son banquier? Intéressant. Merci en tout cas pour ta première clarification. Et alors, la deuxième question que nous avons fait le choix de prendre, il y en a plusieurs, mais il y aura un moment réservé pour les questions et les réponses des intervenants. Ça concerne, on va dire, de nouveau les services financiers numériques, mais la question est celle-ci. Comment le service financier numérique, ou du moins le service numérique, peut être un facteur clé de résilience face à une crise? Justement, alors ça rejoint un peu le point précédent. Le service financier numérique, je repars, crise du Covid, mars, avril, à un moment donné, il y a eu des portions entières de la ville de Kinshasa et d'autres villes qui ont été fermées. Les institutions ont réagi en mettant en place, les PME, le télétravail. Donc aujourd'hui, après Covid, on se rend compte que le télétravail nous a appris beaucoup de choses et que beaucoup de choses qu'on croyait impossibles à distance, en fait, le sont si on réadapte certaines choses. Pour moi, les services financiers numériques, c'est aussi un peu la même chose. C'est un facteur de résilience et on ne doit pas être dans une situation où demain, il y a une crise similaire, sanitaire ou autre, et le client en est à la case départ, au même endroit où il était avant la première pandémie, entre guillemets. Donc, les crises sont cycliques. Les pandémies, non, les crises sont cycliques. Il y aura d'autres situations à l'avenir où pour une raison ou pour une autre, le client ne pourra pas se déplacer, aller en agence. Il doit pouvoir compter sur son banquier et le degré de confiance qu'il a
dans l'institution de microfinance ou l'institution financière avec laquelle il travaille sera conditionné par ça, en fait. Okay. Or, on sait que dans le secteur bancaire, ce qui fait la fidélité des clients et la solidité d'une institution, en dehors, bien sûr, des fonds propres et des actionnaires solides et de la compétence, c'est aussi le degré de confiance que le client a. Donc, ça, pour moi, on parle de confiance. Il faut pouvoir offrir les services qui font que le client sait qu'il a accès à son argent à tout moment. Très bien. Ben, intéressant, intéressant. Je sens que tu as énormément à nous dire, Edwige. Mais Sephora, je propose de maintenir le reste des questions pour Edwige dans la partie dédiée aux questions et peut-être d'évoluer. Qu'en penses-tu? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je vois déjà qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. N'hésitez pas, chers participants, à poser des questions. Nous les lisons au fur et à mesure et nous allons les préparer pour la session prévue à cet effet. Alors, avant de continuer, Alexandra, nous allons d'abord prendre la question préparée par notre prochain intervenant. Christophe aimerait demander aux participants qui sont au sein des institutions financières, où est-ce qu'ils en sont dans la mise en place des services financiers numériques. Cette question est vraiment adressée aux institutions financières, donc tous les participants travaillant dans des institutions financières peuvent répondre. Bien sûr, tout le monde aussi, si vous avez un avis sur la question. Alexandra vient d'afficher les réponses. Comme tout à l'heure, je vous laisse 2 minutes pour y répondre. Alors, nous avons bien vu que vous n'étiez pas timide, donc ne nous décevez pas, répondez. La dernière fois, vous étiez plus de 80% à répondre, mais c'est vrai, nous n'étions qu'une soixantaine. Nous venons de dépasser la barre de 100 participants, donc forcément, on s'attend à avoir un pourcentage qui aille au-delà de 80% en tout cas, de réponses pour ce sondage. Donc, allez-y, allez-y. Là, nous sommes à 22% de personnes présentes, donc qui ont répondu. Alors, il y a une tendance qui est en train de s'afficher petit à petit. « 30% de personnes ont répondu. » 40%. Allez-y, je vous en prie, encore 1 minute. Nous laissons le sondage encore à l'écran pendant 1 minute pour permettre à tout le monde, à ceux qui sont encore en train d'analyser, d'auto-évaluer en fait, finalement, la mise en place des services financiers au sein de leur institution, de pouvoir répondre. Alors, vraiment, Christophe, d'entrée de jeu, je t'annonce que le public que tu as devant toi, tu as différents profils. Donc, tu devras adapter, à mon avis, ton discours aux différents. Tu as vraiment un peu de tout au niveau du degré d'avancement. Mais je réserve la surprise pour tout à l'heure. 50% des personnes ont voté. Plus que quelques secondes avant de clôturer le vote. Encore 15 secondes. Nous précisons que c'est anonyme, donc il n'y a rien qui s'affichera au niveau des institutions, des personnes qui ont... Ah, ça remonte du coup. Très bien. Et je propose, Sephora, de clôturer le vote. Merci, Alexandra. Peux-tu afficher les résultats? Oui, il me semble qu'on a un public d'experts en digital. Donc, ce qui est vraiment mis en avant, c'est la réponse, le digital, c'est notre force. Et en deuxième position, nous avons plein d'idées, nous ne savons pas comment nous y prendre. Donc, je pense que Christophe, il y a quand même un champ de personnes qui est prêt à t'écouter pour savoir comment faire finalement rôle des fintech dans la modernisation des institutions financières. Christophe, qu'as-tu à nous dire? À toi la parole. Merci Alexandra. Donc oui, je trouve ça très positif qu'il y ait tant d'institutions qui pensent que le digital est leur force. Je pense que à Kinshasa, en RDC, c'est vraiment un secteur qui a beaucoup bougé. J'ai vu dans les dernières 10-15 ans.
Il y a eu beaucoup de changements et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment une force de proposition dans le pays qui est vraiment positive. Cela dit, je vais essayer quand même, pour ceux qui sont encore un peu perdus dans cette forêt de digitalisation, de quelques façons de faire, quelques choses pour pouvoir démarrer un peu cette digitalisation des services financiers. Donc, ce que je voulais parler en premier, puisqu'on parle un peu des fintechs, c'est quelque chose qui est quand même très en vogue. Beaucoup de gens parlent de ça. Et comme vous pouvez le voir ici, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est la pléthore d'offres qui est pour l'instant présente dans le marché au niveau des fintechs. Donc, comme vous pouvez voir, en France, il y a 530 fintechs qu'il y avait en 2019. Et vous pouvez voir, l'Afrique n'est pas vraiment laissée derrière, puisqu'il y a quand même dans les différents pays africains une offre qui s'étoffe vraiment de façon très significative. Et c'est une bonne chose, et en même temps c'est une chose très difficile à appréhender pour les institutions financières, parce que du coup c'est un peu difficile de savoir à qui il faut faire confiance, etc. Donc le point que moi je voulais mettre en place, c'est vraiment vous dire que il faut vraiment prendre le problème dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer avec une fintech qui vous contacte et qui va vous promettre monts et merveilles, parce que comme vous voyez, c'est très compétitif. Donc, il y aura des fintechs qui vont vous contacter, qui vont vous promettre qu'avec leur logiciel, tout va être réglé et tout va bien aller et votre digitalisation va être parfaite. Il faut vraiment que vous identifiez vos besoins. Non, on peut revenir sur le slide précédent. Il faut vraiment que vous identifiez vos besoins avant de choisir la solution. Ça doit vraiment être dans le bon sens, où vous avez fait une analyse comme Edwige en a parlé avant. Il y a quand même beaucoup de possibilités, mais toutes les possibilités ne vont pas correspondre à votre institution. Vous avez des problématiques, vous avez des façons de faire dans votre institution qui sont particulières. C'est pour ça que votre institution est unique et a une offre unique par rapport aux clients. Et vous devez vraiment adapter ce que vous allez faire plutôt que copier quelque chose qu'une autre institution a fait, mais quelque chose qui est vraiment personnel et qui va vraiment s'adapter à la façon dont votre relation client s'est établie, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir une analyse fine. Et quand je parle d'une analyse fine, nous, généralement, quand on fait une analyse d'une institution pour savoir où elle doit aller en termes de digitalisation, c'est vraiment aller avec les différents départements, s'asseoir avec eux, voir quelles sont leurs problématiques, voir de quoi elles ont vraiment besoin pour pouvoir avancer sur ce point. Parce que c'est les services financiers numériques, mais c'est aussi la partie de gérer derrière comment ces services financiers vont être traités en interne par rapport aux nouvelles données que vous allez recevoir. Donc, un autre point qu'on voit sur le slide suivant, c'est vraiment un problème que j'ai vu dans beaucoup d'institutions, qui est que la digitalisation ou les services financiers numériques sont perçus comme un projet informatique. Donc, on prend le chef de l'informatique, par exemple, et c'est lui qui va diriger le projet, c'est lui qui va décider où le projet va, et ça peut être un vrai problème parce que vos informaticiens ne sont pas forcément des gens qui sont très connectés avec le business, avec vos clients. Donc là, ici, je vous ai fait des petites images un peu humoristiques pour vous montrer comment parfois le message peut être mal compris entre ce qui a été exprimé comme besoin et ce qui a été produit, et par rapport à ce qu'en fait vous aviez réellement besoin. Et ça, c'est un problème journalier pour beaucoup de gens. Si vous prenez un informaticien pour faire un projet qui est un projet essentiellement business, alors vous aurez une solution informatique à un problème qui en fait n'était pas un problème informatique. Et cette tendance est très forte parce que
beaucoup de gens voient l'informatique ou les services digitaux comme quelque chose de très technique, alors qu'en fait, la composante technique, c'est vraiment une toute petite partie des projets, alors qu'en fait, la partie vraiment la plus importante, c'est la mise en place et c'est quel type de service vous allez offrir et surtout comment vous allez les offrir. Et comment d'un point de vue processus plutôt que comment d'un point de vue technique. C'est clair que l'informatique ne doit pas être complètement écartée de ce genre de projet parce qu'ils vont avoir un input qui est vraiment significatif, mais ça ne doit pas être les leaders de ce projet, ça doit être plutôt vraiment un projet business. De ce point de vue également, ce dont je voulais parler, c'est vraiment au point de vue de la digitalisation. Donc ici, comme j'ai montré, la digitalisation, c'est souvent vu comme, OK, on va prendre tout ce qu'on fait en papier et on va juste le transférer en termes informatiques, dans les ordinateurs, en termes de données, et ça va être fini. Mais ce n'est vraiment pas comme ça et ça a un impact très important sur la mise en place de services financiers. Donc, si on peut aller sur le slide suivant, là, je vous ai mis une citation où je parle de la solidité d'une chaîne qui n'excède pas celle de son maillon le plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données que vous allez traiter dans votre chaîne de process et vraiment va être aussi efficace que la partie la moins efficace. Même si vous avez un super logiciel qui vous permet de récupérer les données des clients, après, si ces données ne sont pas traitées ou sont traitées manuellement en interne, vous allez perdre en fait tout l'avantage de cette efficacité que vous aviez directement en termes avec le client. Donc, vous devez vraiment faire ce travail. Donc, je pense que c'est ce qui ressort un peu de tout ce que j'essaye de vous dire maintenant, c'est qu'il y a vraiment un travail préparatoire à faire du point de vue des mises en place des services bancaires. Et ce n'est pas juste « Ah, OK, on va mettre en place le USSD parce que notre autre concurrent a fait le USSD, donc nous aussi, on va faire le USSD. » Ce n'est pas… Si vous faites comme ça, il y a des grandes chances que le projet ne va pas aboutir sur ce que vous espériez qu'il va faire. De plus, généralement, mon expérience, c'est que quand un produit est mis sur le marché, l'opinion des gens se fait très rapidement. Donc, ce qui veut dire que si vous mettez par exemple en place, je ne sais pas, par exemple, des bots dont Edwige parlait avant, des bots WhatsApp, pour créer des nouveaux clients ou pour générer des nouveaux paiements, et que ensuite dans votre institution, parce que vous n'aviez pas prévu que ça allait augmenter d'un seul coup le volume autant, votre institution n'est pas capable de les gérer, du coup vous allez avoir des délais. Et du coup, les gens immédiatement vont se dire « Ah, ça ne marche pas » et ça va être très, très difficile de faire revenir les gens et de les sortir de cette opinion, de cette réputation de votre produit qui, en fait, a été directement qualifié comme un produit pas efficace du tout. Beaucoup d'entre vous sont basés à Kinshasa, donc vous savez qu'à Kinshasa, le bouche à oreille est très, très important et j'ai vu dans mon expérience des produits qui ont été essayés de mettre en place et très rapidement les gens disent « Ah non, ça ne marche pas » et du coup, ça a été très compliqué de revenir sur ça. Donc, vraiment, cette préparation peut paraître… souvent, ce que je vois dans les institutions, c'est vraiment, il y a cette urgence. Oui, il faut absolument qu'on passe digital, spécialement avec le Covid. Maintenant, ça a été vraiment accéléré, accentué, où les institutions veulent passer au digital à tout prix. Donc oui, le digital c'est important, oui, le digital c'est une demande urgente, mais ne négligez pas le travail préparatoire d'analyse de votre institution pour savoir exactement de quoi vous avez besoin. Spécialement aussi, on a vu tout à l'heure que le coût était un problème. Et moi, ce que j'ai vu beaucoup par rapport au coût, c'est pas tellement des projets qui coûtent cher. Évidemment, ça peut coûter très cher. Mais j'ai vu aussi beaucoup de projets qui ont démarré et qui n'ont pas abouti. Et ça coûte encore plus cher. Quand on fait un projet
qu'on a dépensé de l'énergie, qu'on a dépensé de l'argent, qu'on a dépensé des mises en place d'infrastructures et que le projet n'aboutit pas du tout, alors là, c'est vraiment un problème financier parce qu'on est obligé parfois de redémarrer depuis le début. Donc, vraiment, cette préparation, je pense, est très importante. Donc, c'est vraiment ce que je voulais stresser par rapport à cette problématique. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Alexandra. Génial. Ben, écoute, tu réponds oui à ma question, mais les participants ont des questions. Donc, si tu m'autorises, ça bouge énormément au niveau du Q&R et dans le chat. Nous sommes déjà occupés à répondre à beaucoup de questions parce qu'il y en a tellement qu'il faut il faut y répondre progressivement, sinon on sera submergé. Mais en parallèle, j'ai pris la liberté avec Sephora de pouvoir prendre 4 questions à t'adresser. Ça semble beaucoup, mais je pense que si tu réponds de manière concise, il y a moyen d'y arriver. M'autorises-tu à te les soumettre? Pas de problème. Génial. Alors, je vais commencer par la question qui fâche, celle du coût. Tu as légèrement un petit peu effleuré cette problématique-là, mais j'ai une question qui est précise. Quel est le coût pour démarrer un projet de service financier numérique? Alors, le coût est vraiment, ça, encore une fois, comme je l'ai dit, chaque institution a sa propre réalité et en plus, comme j'ai pu aussi le montrer, l'offre est vraiment très importante, donc les coûts varient de façon vraiment très significative. Mais pour ça, je voudrais revenir sur ce dont Edwige a parlé avant, qui dit qu'il y a vraiment des façons modulaires de commencer. Donc, pour les institutions qui ont peu de moyens, il y a vraiment moyen de commencer avec des produits qui sont moins onéreux. C'est sûr que si vous commencez directement par « Ah, voilà, je veux mettre en place des cartes internationales », ça va vous coûter beaucoup d'argent, des centaines de milliers de dollars. Mais si vous commencez plus léger avec, par exemple, des bots, de Facebook Messenger, ça va permettre directement à vos clients d'avoir accès à vos services financiers à des coûts qui sont moindres, qui sont plutôt dans les dizaines de milliers de dollars. Mais il faut quand même compter quelque chose de cet ordre-là. Il n'y a pas de projet de service financier numérique que vous allez pouvoir avoir pour 2000 ou 3000 dollars. Ça, c'est pas possible. Il y a quand même un ticket de base qui est important. Mais encore une fois aussi, faire en sorte que vos fondations sont solides, c'est aussi quelque chose d'important et qui va aussi changer considérablement le prix de vos projets. Si par exemple votre SIG est vraiment ouvert, prêt à recevoir, là ça va vous coûter beaucoup moins cher que si vous avez un logiciel qui n'a pas été touché depuis 2001 et qui est vraiment pas du tout adapté à mettre des nouveaux produits en place. Ok, donc je retiens, c'est au cas par cas, mais dans tous les cas, il y a un ticket d'entrée à payer, ce qui est normal. Voilà, ouais. Ok. Alors, deuxième question, Christophe. Comment renforcer la sécurité des transactions des services financiers numériques? Donc là encore, c'est une question, là c'est une question assez technique. Il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue infrastructure qui vont être vraiment des problématiques vraiment très informatiques avec des connexions, etc. Mais il y a un standard qui a été vraiment dans les dernières années où toutes les entreprises qui travaillent avec justement des services numériques c'est vraiment ce qu'on appelle je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français, mais ça s'appelle le Dual Factor Authentication. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez demander à vos clients, non pas de faire juste une opération, mais pour pouvoir valider cette opération, ils vont devoir utiliser un appareil qui va leur permettre, en fait, de confirmer que c'est eux. Donc, ça peut être la reconnaissance faciale, la reconnaissance des empreintes digitales, ça peut être un token, comme on a pu voir sur la place à Kinshasa, mais généralement, ce qui se fait le plus à l'heure actuelle, c'est la réception d'un SMS avec un code qui va vous permettre, en fait, de valider votre transaction et qui, généralement, couvre une bonne partie des problématiques sécuritaires qu'on peut avoir de fraude ou de gens qui se font passer pour quelqu'un d'autre, parce que c'est très difficile d'avoir à la fois
le téléphone de la personne qui peut être vite bloqué par les opérateurs. Donc ça me semble le moyen le plus au niveau coût, ça va être le moyen qui va être le plus efficace. Ok. Ben, avant-dernière question, Christophe. Je t'avais prévenu, il y en avait 4. Donc, nous sommes à la 3e, mais jusque-là, tu réponds correctement, donc on peut continuer. Merci. Comment doivent se passer les intégrations de type mobile banking, wallet to bank, bank to wallet? Alors là, c'est encore plus technique. Désolée. Et là, je pense que le problème pour beaucoup d'institutions, surtout sur la place de RDC, c'est vraiment cette communication avec les MNOs, avec les fournisseurs mobiles. Ça, c'est vraiment, et on a vu ça, je pense, dans d'autres questions, c'est vraiment quelque chose de difficile parce que les fournisseurs télécoms ont déjà commencé à un peu s'installer dans la place de la transaction bancaire et du coup, ils sont réticents à justement autoriser la compétition par rapport à leurs propres services. Donc c'est assez compliqué. Mais d'un point de vue, ce que je peux dire d'un point de vue technique, parce que la question est un peu technique, c'est vraiment, Edwige en a touché un peu un mot avant, c'est vraiment cette interopérabilité et c'est probablement à l'heure actuelle, je dirais, investir peut-être dans une couche logicielle qui va vous permettre de rendre votre SIG compatible avec tout ce qui est opérateur, tout ce qui est autre logiciel, parce que ça va vous permettre après que ces négociations soient plus rapides. Si maintenant vous allez vers les télécoms et que vous n'avez rien de préparé et rien de prêt, autant dire que ça va durer 3 ou 4 ans pour donner sur rien. Par contre, si vous venez avec déjà des spécifications déjà très claires en disant voilà, nous on veut ça, et on va vous offrir ça. Ça va être vraiment, ça va faciliter cette discussion parce que mon expérience de discussion avec les télécoms à Kinshasa, j'ai eu beaucoup de discussions avec eux, c'est vraiment beaucoup d'administratifs, beaucoup de attendez, il faut qu'on parle à tel département, il faut qu'on parle à tel département. Donc, le plus vous êtes préparé, le plus vous avez fait vos devoirs et le plus ça va accélérer votre projet à ce niveau. Ok. Donc, bonne discussion avec les télécoms et une excellente préparation au préalable. D'accord. Alors, dernière question, Christophe, puis après, je ne t'embête plus. La digitalisation des canaux de distribution ne va-t-elle pas augmenter certaines difficultés et plaintes des clients? Si oui, que faut-il faire pour améliorer la gestion des plaintes et des réclamations? Ça, c'est une question assez orientée client. Oui, bien sûr. Et ça rejoint complètement ce dont je parlais avant, c'est avoir votre institution prête à justement accepter ces nouveaux services financiers parce que oui, c'est clair que les plaintes vont augmenter et ça va être même des plaintes d'un ordre totalement différent. Donc, comme Edwige le disait avant, former vos agents, former vos clients va réduire déjà le nombre de plaintes, mais avoir déjà un département, un service qui est formé et qui est prêt à accepter ces plaintes et à les traiter. Donc, avoir aussi des outils, par exemple, moi, j'ai vu, par exemple, des endroits où, oui, il y a un service qui va prendre les plaintes, mais après, ils n'ont pas les outils pour pouvoir directement résoudre les plaintes des clients. Et du coup, il faut passer par l'informatique. Et on sait tous que parfois, quand ça passe par l'informatique, ça ne va pas être toujours résolu dans l'instant, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, même s'il faut garder en considération la partie sécuritaire, il ne faut pas aussi hésiter à fournir à ces agents clients qui vont être directement en interaction avec le client des outils pour leur permettre des opérations de base, parce que souvent les problèmes, c'est des problèmes assez basiques qui vont justement leur permettre de résoudre les problèmes clients rapidement et donc du coup d'éviter cet entassement de demandes en fait qui peut être vraiment problématique. Mais encore une fois, préparation, c'est le mot-clé. Ah oui, préparation. Ben, je vois que de notre côté aussi, lentement et sûrement, nous sommes en train de préparer la partie questions-réponses. Pourquoi? Je vois qu'au niveau du chat, il y a des réponses qui sont en train d'être données. Donc, vraiment, ça bouge.
nos intervenants, on a fait le choix de leur soumettre vos questions. N'hésitez pas, continuez à poser. Et je pense qu'en arrivant à cette partie-là, on aura déjà élagué tout un nombre de préoccupations. Sephora, je te redonne la main. Merci Alexandra. J'ai eu du mal à désactiver mon micro. Alors, chers participants, maintenant nous passons à la dernière question posée par notre intervenant Jean. Jean sait qu'il est entouré d'experts. Il sait que vous avez déjà fait vos recherches. Du coup, il aimerait savoir quel modèle ou offre de services financiers est plus bénéfique pour les institutions financières. On parle des institutions financières en RDC. On sait que vous avez une expérience. Alexandra va nous afficher les assertions. Nous vous invitons toujours à répondre massivement. Vous avez toujours 2 minutes. Vous avez déjà l'habitude, donc allez-y. Nous attendons votre participation. Aidez Jean à vous fournir un exposé qui soit circonstancié, parce qu'il a besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez, de confronter avec le cas pratique qu'il va vous apporter. Je pense que, de toute façon, dit du choc des idées jaillit la lumière. Donc, en voyant ce que vous allez proposer, lui-même pourra le greffer sur son exposé de manière à pouvoir un petit peu confronter son vécu avec finalement vos appréhensions ou simplement votre vécu. Alors, Sephora, nous sommes à presque 30 personnes alors 30% de personnes qui ont déjà répondu au son. Oula, 40% déjà. Du coup, sur cette question, ils sont plus rapides. Hein. Ah, c'est super, ça c'est chouette. Alors, c'est pratique, des cas pratiques. C'est vrai, c'est vrai. 50% de personnes ont voté. Encore 1 minute, s'il vous plaît. N'hésitez pas, ça vaut la peine de profiter sur ce genre de plateforme, d'échanger via ce genre de sondage, ce genre d'interaction avec les intervenants, de manière à enrichir le débat, à les lever même en fonction de la manière dont vous appréhendez ou vous voyez les choses. Alors là, nous sommes à 60% de personnes qui ont voté. Encore 30 secondes, c'est anonyme. C'est vraiment pour pouvoir permettre à Jean d'avoir un diagnostic de qui est au niveau du public et de quelles sont vos idées. Allez-y, je vous en prie. Encore 15 secondes. Alexandra, j'espère que vous avez aussi voté. Ah, bien entendu. Mais que penses-tu? Bien sûr, j'étais parmi les premiers à voter. Christophe, Edwige et Jean, j'espère aussi qu'ils ont voté. Alors, nous allons atteindre les 70%. Je vais mettre fin au vote dans 5, 4, 3, 2 et 1 seconde. Je vais vous partager les résultats. Clairement, Jean, il y a une tendance. Selon le public, le modèle ou l'offre de services numériques le plus bénéfique, c'est le partenariat de sociétés, télécom, institutions financières. Ils sont un peu moins friands des autres types de modèles. Alors, du coup, moi, je m'adresse à toi, Jean. Voilà. Jean, j'aimerais que tu nous parles. Bonjour à tous. C'est très intéressant de voir toutes ces réponses que les participants ont données. Alors, pour passer très rapidement à notre Success Stories, nous allons essayer de partir de quelques exemples, de quelques cas pratiques, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne viennent pas des recherches, mais c'est plutôt des choses qui ont été faites et sur lesquelles nous pouvons tirer quelques leçons intéressantes. Alors, tout est parti d'abord de la mise en place d'une stratégie digitale. Je crois que Christopher l'a dit, que mettre en place une stratégie digitale, c'est un élément très important avant de pouvoir se lancer dans les différents types de services numériques. Et cette stratégie digitale nous a conduit à avoir ce que nous pouvons appeler une feuille de route digitale ou un roadmap digital. Et c'est sur base de ce roadmap digital et sur base de cette stratégie, et il faut bien le dire, cette stratégie doit être faite tout en espérant que nous trouvons un équilibre entre les besoins réels des clients sur le terrain
et ce que nous, en tant qu'institution, nous voulons lancer comme service numérique. Alors, pour entrer à la feuille des routes, c'est cette feuille des routes qui nous a aidé à définir quel type de services, quel type de canaux, quel type de produits digitaux est-ce que nous allons lancer. Alors, très rapidement, je sais que nous avons parlé des 3 cas pratiques, mais actuellement, je vous ai fait le bénéfice d'en avoir au moins 6 dans les slides. Alors, nous allons avoir le temps de parcourir tous les 6 cas pratiques. Alors, le premier cas pratique, c'est les réseaux d'agents bancaires ou les agent banking. Agent banking, c'est tout simplement un moyen qui a été réfléchi au niveau de notre institution pour essayer de nous approcher davantage des clients, ça veut dire favoriser la proximité, mais également essayer d'être capable d'étendre nos opérations dans les milieux les plus reculés. Alors, je me rappelle qu'à l'époque, nous avions des clients qui, en fait, étaient à 30-40 km de la branche la plus proche ou l'agence la plus proche. Alors, en allant vers ces clients, on leur disait, bon, tu peux épargner $10, tu peux épargner $20. Mais pour que les clients quittent de l'endroit où il habite, où il fait son activité, pour atteindre l'agence ou la caisse où il doit verser les $10, il y a des cas où les clients se voyaient obligés de dépenser $5 de transport. Ça veut dire qu'ils payent $2,5 pour l'aller et $2,5 pour le retour. Et donc, finalement, il vient épargner $10, mais il a d'abord l'obligation de dépenser jusqu'à $5 comme frais de transport. Donc, cela nous a permis de réfléchir sur un canal qui soit d'abord le moins cher pour l'institution, mais également qui puisse faciliter les clients à effectuer les transactions. Et donc, nous avons trouvé que les réseaux d'agents bancaires étaient un moyen efficace qui pouvait permettre aux clients de faire des dépôts, des retraits, il pouvait lui permettre de consulter les soldes, de faire les transferts de compte à compte, de faire les achats de crédits téléphoniques. Mais au-delà de tout ça, les clients pouvaient aussi être capables de faire d'autres transactions de services à valeur ajoutée, comme par exemple s'acheter ou renouveler son abonnement TV. Donc aujourd'hui, on parle de chaînes câblées, par exemple StarTime et les autres. Donc, le réseau d'agents bancaires nous a ainsi permis de nous rapprocher de plus en plus des clients. Et cela s'est s'avéré très, très bénéfique pour l'institution parce qu'avant les réseaux d'agents bancaires, je donnerai un exemple beaucoup plus pratique, parce que sur une agence, on ne pouvait pas être capable de prendre en charge au-delà de 10 000 clients. Ça veut dire quand une agence atteint 10 000 clients, vous êtes obligé automatiquement de créer une nouvelle agence. Or, créer une nouvelle agence, Sphora qui est dans ces forums ne pourra pas me contredire, ne nous coûte pas moins de $200 000. Alors, du coup, avec l'introduction du réseau d'agents bancaires, nous avons été capables d'étendre certains services au niveau des agents, ce qui a permis à l'institution, par exemple, sur une agence, de desservir au-delà de 15 000, 20 000 clients, ce qui n'était pas possible avant l'implémentation du réseau d'agents bancaires. Et donc, pour résumer très rapidement les réseaux d'agents bancaires, il faut dire que le lancement était réfléchi en termes de est-ce que nous devons externaliser le service ou bien nous devons le prendre en charge nous-mêmes à 100%. Donc, au niveau interne, une discussion a eu lieu, des comparaisons ont été faites en termes de coûts, en termes de qualité, et je crois que nous avons opté pour une gestion en propre assurée à 100% par la banque. Alors, le deuxième cas pratique, c'est un cas d'une application mobile. Parce que nous avons lancé un réseau d'agents bancaires et de plus en plus, nous avions remarqué qu'il y avait des clients potentiels qui s'adressaient à l'agent qui est à 40 km de l'agence la plus proche, à 50 km, voire même au-delà. Il y a de plus en plus de potentiels clients qui venaient et qui posaient des questions à l'agent. Bon, voilà, moi, je vais avoir un compte avec l'institution. Comment dois-je faire? Et au début, les agents avaient tendance à dire, bon voilà, tu dois aller à l'agence la plus proche de l'institution pour faire l'ouverture de compte. Or, cela nous ramenait à la même difficulté qu'on avait avant, où le client doit dépenser $10, $2, $3, peu importe le montant, mais les clients avaient un coût à payer pour pouvoir atteindre l'agence la plus proche pour ouvrir les comptes. Donc, cela a fait que nous puissions réfléchir sur d'autres mécanismes
qui puisse nous permettre, n'est-ce pas, de donner des solutions plus rapidement à ces clients-là. Et donc, c'est ça l'idée qui avait conduit au lancement d'une application mobile dont les coûts restent quand même aussi élevés. Mais une chose qui était faite en amont, c'était le fait que nous nous sommes rassurés avant de nous lancer dans l'exécution de notre roadmap, de pouvoir mettre à jour notre core banking system. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il fallait les rendre capables d'accepter d'autres modules pour le lancement des autres canaux alternatifs, mais également des autres services à valeur ajoutée et d'autres services financiers numériques. Donc, il fallait faire des mises à jour, il fallait permettre à notre système, je crois que c'est une des questions que Christophe a répondu tout à l'heure, c'était par rapport à comment est-ce qu'on peut rendre les systèmes interopérables avec, par exemple, les télécoms. Donc, il fallait rendre notre système capable de pouvoir accepter tous les modules que nous avions dans notre roadmap. Et donc, le fait que nous avions mis à jour le core banking system nous a permis également de lancer cette application mobile qui, en réalité, nous a beaucoup aidé dans l'accroissement de la capacité de l'institution par rapport à l'acquisition des nouveaux clients, mais également, c'était une opportunité pour l'institution de se faire des revenus additionnels. Et cela nous a aussi permis à renforcer davantage la confiance des clients vis-à-vis de notre institution. Un autre cas pratique, c'est les cas de crédit mobile instantané. Donc, nous ne pouvions pas être capables de nous imaginer qu'on pouvait faire des crédits mobiles, crédits instantanés, si au départ, nous n'avions pas un réseau d'agents, si au départ, nous n'avions pas lancé une application mobile qui nous permettait de rendre facile l'acquisition des nouveaux clients. Donc, tous les lancements que nous avions eu à faire avant avaient suscité d'autres besoins, avaient suscité des besoins pour des modules additionnels. Et c'est cela qui a fait que nous avons implémenté un type de crédit mobile qui devait passer par un crédit scoring que nous avons installé au niveau interne. Et cela nous a donné l'avantage, par exemple, d'utiliser ou de capitaliser sur les données des transactions des clients. Et je crois qu'un des problèmes que nous avions avant, c'était que nous sommes une institution qui a évolué sur le marché depuis plus de 10 ans. Nous avons des clients qui nous fréquentent depuis plus de 10 ans, mais quand ces clients viennent pour renouveler son crédit ou quand il vient faire une nouvelle demande, nous avons à l'analyser comme s'il était tout nouveau. Et donc, la mise en place de tous ces mécanismes, de tous ces modules, nous a permis, pour un client qui existe avec nous, qui fait transaction avec nous depuis 3, 4 ans, 5 ans ou 10 ans, il est beaucoup plus facile qu'on se réfère aux transactions, à l'historique de ces transactions, pour essayer de savoir est-ce que ces clients représentent un risque pour nous ou pas un risque pour nous. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons pu être capables d'installer ces modules qui permet aujourd'hui à un client, de manière instantanée, de demander un crédit et il a une réponse de manière instantanée. Et s'il souhaite avoir ce crédit, il peut l'avoir et tout de suite là. Et donc, ça devient très, très intéressant pour les clients. Alexandra, on peut passer au slide suivant. Alors, une autre expérience que nous voulions partager avec vous, c'est effectivement les participants, en répondant à la question de départ, ont montré qu'il y a un bénéfice effectivement dans les partenariats télécoms et institutions financières. Donc, c'est les services de USSD, qui est un service qui facilite les transactions financières aux clients de l'institution. Mais je crois que c'est vraiment une chose qui n'est pas très compliquée à faire, mais qui demande quand même de très, très longues discussions entre l'institution financière, mais également les télécoms. Nous avons pris beaucoup de temps et beaucoup d'années à convaincre les télécoms qu'en nous donnant l'accès au USSD, cela n'ouvre pas une forme de concurrence entre nous en tant qu'institution financière et vous en tant que télécom. Mais c'est plutôt une complémentarité. Et ça a mis du temps pour que nous puissions nous mettre d'accord là-dessus. Mais c'est quand même arrivé, nous sommes arrivés à nous mettre d'accord et la société de télécommunications nous a ouvert l'accès au USSD. Et donc, ceci a permis à ce que
plutôt qu'un client parcourt 10 km, un client parcourt 5 km ou dépense autant d'argent pour passer à la banque, ne fût-ce que pour savoir combien il a sur son compte, il a été beaucoup plus facile au travers de ces canaux que les clients, à partir de chez lui à la maison, il peut tout de suite interroger le système au travers de son téléphone et être capable de savoir combien il a sur le compte. Mais au-delà juste de consulter les comptes, USSD permet également aux clients de l'institution de pouvoir faire d'autres transactions financières comme des transferts de comme des achats de crédits téléphoniques. Mais au-delà, nous avons intégré même la possibilité que les clients aient son crédit instantané sur USSD. Et vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet. Et nous regardons même par rapport au segment des clients auxquels nous nous intéressons, il n'était pas possible de penser que rien qu'avec une application mobile, tous les clients pouvaient être capables d'accéder au système. Donc, au travers du USSD, nous avons apporté cette facilité, cette simplicité et ces services qui soient beaucoup plus adaptés aux clients. Et aussi, au-delà, c'est un canal que nous avons considéré, que nous utilisons aussi comme un canal d'acquisition des clients, même si les défis de l'identification, comme Edwige l'a mentionné tout à l'heure, restent quand même aussi un problème. Mais en tout, les USSD a aidé l'institution à améliorer les taux d'activité qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, je parle du taux d'activité des clients, mais également son coût d'implémentation parce qu'il y avait déjà un travail qui était fait sur le core banking system. Son implémentation n'a pas posé beaucoup de problèmes. C'est un canal qui reste quand même moins cher pour les clients parce que les clients n'ont pas besoin d'acheter des mégas pour pouvoir accéder. Et il y a aussi les SMS. Parfois, c'est un service que certains négligent, mais je pense que la digitalisation aussi commence par là. Autrefois, pour suivre un client s'il est en arriéré ou si on a besoin de communiquer avec ses clients, il aurait bien fallu passer par un appel ou autre. Mais je crois que le processus a été beaucoup plus facilité en termes de recouvrement, en termes de suivi de ses clients, en termes de passer l'information à ses clients. Mais au-delà, les SMS permettent aussi à l'institution de pouvoir sécuriser les clients. Pourquoi? Quand les clients sait suivre tous les mouvements qui se passent sur son compte au travers des SMS alertes, et je crois que ça devient un élément qui renforce davantage la confiance à l'institution financière. Et c'est pour ça que les SMS alertes ou les SMS banking restent un service très, très, très capital. Et enfin, je vous parlerai de cas pratiques qui concernent les banques to wallet et wallet to bank. C'est un service qui reste très intéressant pour l'institution financière en ces temps-ci, parce que je peux vous dire même qu'avec la crise de Covid, nous avons été capables de collecter des remboursements des clients sans que les clients ne soient obligés de se déplacer vers une agence. Donc, il suffisait juste que les clients aillent sur son compte M-Pesa, par exemple, et qu'il soit capable de transférer son remboursement de son compte M-Pesa vers les comptes de la banque qui reçoit son remboursement mensuel. Et c'est un service qui est beaucoup plus facile parce qu'il a été mis en place afin de permettre à ce que l'institution aussi puisse diminuer même les risques liés à la gestion des cash. Et je pourrais dire que sur le plan technique, ceci n'a pas été très compliqué parce que déjà au départ, l'institution, en ayant fait des mises à jour sur le système, s'était assuré qu'on se procurait d'autres modules qui pouvaient permettre, n'est-ce pas, d'intégrer les API du côté des télécoms, mais également d'avoir des API que les télécoms doivent intégrer pour permettre que les services bank to wallet et wallet to bank soient rendus possibles. Parce qu'il faut se dire que les problèmes n'est pas seulement que notre système soit capable d'intégrer les API des télécoms, mais nous devons aussi être capables d'afficher nos API pour que les télécoms puissent être capables de les intégrer. Parce qu'en termes de bank to wallet, wallet to bank, les choses se passent des deux côtés. Je crois que ce sont là les 6 cas pratiques que nous avons voulu partager avec vous. Alexandra, on peut passer au slide suivant. Parce que là, nous voulons juste montrer les bénéfices de tous ces services que nous avons lancés et de toutes ces implémentations. Donc, au départ, il y a eu accroissement de
de la base clientèle, je peux vous assurer que sur une année, à partir du moment du lancement, nous avons été capables d'enregistrer 2 fois plus les clients que nous ne les avions eus avec plus de 20 agences depuis 10 ans. Vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie. Il y a eu aussi un bénéfice qui était lié à l'optimisation de certains process opérationnels, une diminution des coûts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut donc vous dire qu'une transaction qui passe sur les réseaux d'agents bancaires vous coûterait 5-10 fois moins qu'une transaction qui passe à la caisse. Donc, cela amène aussi une certaine satisfaction au niveau de la clientèle. Mais au-delà de tout, il y a un modèle économique qui est derrière en termes de business case qui permet à l'institution de pouvoir avoir des revenus additionnels et devenir beaucoup plus rentable. Il y a aussi le fait que j'ai signalé tout à l'heure de rendre les données des clients un élément important par rapport aux innovations. Donc, on ne pouvait pas avoir des crédits scoring en place aujourd'hui si nous n'avions pas un système qui était capable de stocker les données et que ces données devaient être utilisées plus tard. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on parle de notre institution, hein, quand on parle de la digitalisation en RDC, on ne pourra pas passer sans faire mention quand même qu'il y a une institution qui a implémenté X, Y service avec succès. Alexandra, on peut terminer avec les derniers slides. Et enfin, nous pouvons dire tout simplement que le choix des technologies, c'est un élément très important. Et la manière dont vous priorisez les implémentations, je crois que Mme Edwige en a parlé. Et le prototypage aussi du produit, ça c'est un élément très, très capital. Sinon, ça serait que vous vous mettez dans un local, vous décidez des choses que vous voulez lancer, vous les amenez et cela ne rencontre pas l'assentiment du client. Il y a aussi des négociations que vous devez faire avec les différents partenaires. Et généralement, les télécoms, je peux vous assurer que ce n'est pas facile de commencer une discussion et de la terminer tout en sachant que vous sortez de cette discussion avec quelque chose qui va vous profiter. Donc, il faut être armé, il faut avoir, n'est-ce pas, des arguments, il faut être capable de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va chercher dans la négociation et dans la discussion. Il y a aussi le fait que la cartographie des risques reste un élément très important, mais également les mesures que vous préconisez pour pouvoir atténuer ces risques. Les coûts des services aussi, c'est des services qui coûtent quand même énormément pour nos clients. Donc, avant de pouvoir s'élancer, il faut se poser des questions sur quel type de service il vous faut. Et donc, en tout, je voudrais terminer par ceci, c'est de dire qu'il ne faut pas penser qu'il faut ou qu'il faille réinventer la roue. Vous n'allez pas réinventer la roue existe. Mais un élément qui est très important, c'est de savoir comment vous faites par rapport à toutes les solutions technologiques qui existent, comment vous faites pour pouvoir les adapter à votre propre stratégie et aux besoins réels de votre clientèle. Je crois que je pourrais m'arrêter par là. Super, merci beaucoup Jean. C'était pratico-pratique, c'était concret, c'était vraiment aller directement sur des éléments, je pense, qui ont dû parler et qui vont motiver, j'espère, nos participants. Alors, tu ne vas pas échapper à l'exercice, comme j'ai fait avec les 2 autres intervenants, avant de passer à la partie questions-réponses, qui a aussi beaucoup de questions pour vous. J'ai déjà épinglé 3 questions pour toi, Jean. D'accord ? Alors, parfois tu en as parlé, parfois pas de manière, je ne vais pas entrer vraiment dedans, donc c'est l'occasion. Première question, Jean, si tu es d'accord. Comment une petite institution financière peut nouer un partenariat avec un acteur ayant un réseau d'agents bancaires? Merci beaucoup, Alexandra. C'est une question très, très intéressante. Comme je l'ai dit au départ, je pense que tout part de la stratégie de chaque institution et des objectifs que cette institution veut atteindre. Et je crois que toutes les institutions, comme vous l'avez dit, n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes capacités. Alors pour ces institutions qui n'ont pas le moyen, qui n'ont pas la capacité de lancer les réseaux en propre, il y a beaucoup de réseaux qui existent sur le marché. Et c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on vise quand on veut utiliser les réseaux tiers pour ses propres clients, pour ses propres besoins?
On vise tout simplement que ce réseau peut nous permettre de collecter les dépôts. Ce réseau peut nous permettre de servir les clients en cas de retrait. Et donc, il est plus facile de nouer ce genre de partenariats. Ça peut ne pas passer par des systèmes sophistiqués, ça peut être un système beaucoup plus simplifié, mais ce qui est important, c'est de pouvoir réfléchir sur quels sont les risques, parce qu'il faut vous dire que le réseau d'agents bancaires, c'est bien, mais le risque est énorme. Quand vous permettez à quelqu'un de recevoir $500, $1000 de main de vos clients, sachant que cet argent doit vous être transmis d'une certaine manière, donc il faut vous entourer des mécanismes qui vous permettent de vous sécuriser. Donc je dirais tout simplement de manière brève, aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'une petite institution ait besoin de lancer son réseau d'agents en propre parce que ça coûte quand même énormément. Et je pense qu'il y a des réseaux qui existent, ils peuvent négocier des partenariats qui peuvent leur permettre, par exemple, Equity Bank, Finca, il y a beaucoup d'institutions qui ont des réseaux d'agents bancaires. Tout simplement que ces institutions acceptent qu'un client dépose de l'argent tout en donnant une référence qui permet à la petite institution d'identifier les clients qui ont déposé de l'argent. Et tout de suite, c'est peut-être un rapport qui est envoyé à la petite institution sur une base journalière. Ils consultent et qui leur permet de savoir c'est X, Y, Z qui a déposé ou qui a retiré autant d'argent. Je crois qu'il y a toujours une possibilité de pouvoir nouer le partenariat. Et l'élément de base, c'est l'objectif que se fixe l'institution. Et je pense que cela est possible. OK. Merci beaucoup pour ta réponse claire, très cher Jean. Deuxième question pour toi, Jean. Comment gère-t-on les risques en finance digitale? Quelles recommandations, quels conseils tu peux nous donner à ce niveau-là? Comment gère-t-on les risques? Je crois que tout doit partir d'abord de la cartographie des risques. Vous devez faire votre propre cartographie des risques. Et nous savons qu'en finance digitale, les risques sont technologiques, opérationnels, ainsi de suite. Donc, il faut savoir identifier tous les risques. Mais au-delà de l'identification, il faut prévoir des mesures d'atténuation. Alors, avoir la cartographie et avoir des mesures d'atténuation en place ne suffit pas pour gérer les risques, mais il faut aussi s'entourer des modules ou des logiciels qui vous permettent de manière effective à gérer ces risques-là. Parce que les risques, il faut savoir les détecter. Il faut savoir les traiter, n'est-ce pas? Donc, pour détecter les risques, il faut mettre en place le logiciel, il faut mettre en place des mécanismes qui vous permettent de détecter les risques, mais également de pouvoir mettre des actions en place pour pouvoir, en cas de survenance de ces risques-là, savoir comment est-ce qu'il faut y procéder. Je dirais par exemple ici, parce que c'est le cas de le dire, dans tous les services que nous avons lancés, il y a des choses, par exemple, qui sont arrivées et sur lesquelles on se rendait compte, oh, non, on n'avait pas prévu ça. Et cela nous a permis de continuer à améliorer. Donc, il faut dire que nous n'allons pas commencer avec tout de manière parfaite, mais il faut que le minimum ne puisse pas manquer au départ. Il y a des choses aussi qui vont constituer des leçons au fur et à mesure qu'on acquiert l'expérience, on va devoir arranger. OK. Merci Jean. Alors, la dernière question. Quels sont les services bancaires qu'il faut nécessairement numériser afin de survivre? Je sais que tu en as déjà un petit peu, tu as légèrement brossé certains éléments, mais de manière right to the point. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Les services à numériser que tu conseillerais si on n'a pas forcément le budget et qu'il faut bien démarrer quelque part? Pour moi, je pense que les dépôts retraits, ce n'est pas un service qu'il faut continuer à garder dans la banque. Par exemple, exiger à tous les clients de venir au guichet pour faire les dépôts, au guichet pour faire les retraits. Et je crois que le monde numérique vers lequel nous sommes en train d'avancer n'encouragerait aucune institution à réfléchir dans ce sens-là. Donc, les services de base comme les dépôts, les retraits, c'est des services qu'il faut à tout prix numériser, mais également la consultation des soldes, les mini-relevés,
les transferts des comptes à compte, les différents paiements, par exemple payer une facture en utilisant son compte, payer l'abonnement ou acheter des unités. Ça, ce sont des services de base qu'il faudrait à tout prix numériser. Mais au-delà de tout, il faut continuer aussi avec des réflexions sur, par exemple, l'enregistrement des nouveaux clients. C'est des services qu'il faut numériser parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a une application qui est en place et qui nous permet de faire l'acquisition des nouveaux clients. Et cela ne les exige pas à venir au sein de l'agence pour faire les KYC. Les KYC sur l'application mobile parce qu'ils nous envoient la photo, ils envoient leur signature, ils envoient leur pièce d'identité et quitte à nous de valider ce qu'il faut valider et rejeter ce qu'il faut rejeter. Donc, je crois que même, par exemple, les déboursements de crédit, une fois que le processus est fini, du moins pour le crédit dont le volume du crédit ne permet pas de faire de credit scoring, je crois que c'est des services qu'il faut arriver à numériser. Mais également, par exemple, les alertes sur les transactions, tout ça, c'est des services qui sont aujourd'hui faciles à numériser et qui n'exigent pas autant de moyens à l'institution pour pouvoir le faire. Merci Jean, merci Edwige, merci Christophe. À présent, nous allons passer à la partie questions-réponses. Alors, vous me direz que j'ai triché un peu parce que je vous ai déjà un petit peu embêté avec toutes les différentes questions tout au long du webinaire, mais c'était le but de faire participer, enfin, du moins de créer cette interaction avec nos participants qui interagissent au travers du chat. Mais comme on a cette partie, ce volet qui pour moi est le plus important, nous prendrons le temps, rassurez-vous, de ne plus vous soumettre autant de questions que j'avais en tête, parce que je pensais à une dizaine de questions, hein. Mais je pense que vous avez vu, on a élagué au fur et à mesure. Mais j'aurai globalement 4 questions, donc finalement, plus ou moins une question par personne. D'accord? Alors, je dirais honneur aux dames. Je vais donc démarrer avec Edwige. Edwige, la digitalisation doit-elle être conduite comme une transformation au sein des institutions, notamment RH? Qu'en penses-tu? Quel est ton avis? Merci pour la question. Je pense effectivement que digitaliser, c'est pas juste acheter des téléphones, des smartphones ou des tablettes pour les agents et demander aux clients de les utiliser pour les transactions. Pour réellement un succès de la stratégie de digitalisation, en fait, c'est toute l'institution qui doit se transformer. Donc, il faut une mise à jour des procédures et process internes, créer de nouvelles procédures qui sont adaptées, réviser les procédures qui doivent être révisées. Il faut mettre à jour le personnel, les former, les reformer s'il faut, les reformer une 3e fois s'il faut, jusqu'à ce qu'ils soient à même de gérer ces transformations, mettre à jour les fiches de poste, créer peut-être des postes qui n'existaient pas et qui ont besoin d'être créés. Et ces nouveaux postes-là peuvent être occupés par des gens qui vont être formés, upgradés, ou dans les situations où l'écart de compétences est trop élevé, il faut vraiment prendre des solutions externes, simplement recruter les compétences qu'il faut. Certaines fois, il y a aussi une approche un peu hybride où on peut demander l'accompagnement de consultants qui sont spécialisés, qui vont venir justement transmettre ces compétences en interne. Mais c'est vrai que c'est pas seulement la technique, c'est aussi les personnes. C'est pas seulement un problème du département informatique, comme l'a dit Christophe, c'est réellement une problématique business, comme on dit. C'est les opérations et les départements en charge des services bancaires qui doivent être aux manettes et qui doivent impacter aussi du coup tout l'aspect RH et tout l'aspect revue des procédures. Ok. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, Edwige. Christophe, un participant s'attaque à une problématique épineuse qui est celle du problème de connexion. Alors, qu'en est-il du problème de connexion au sein de certaines institutions qui finalement paralysent parfois les opérations et certains clients? Comment améliorer ce problème? Alors, c'est un problème que j'ai personnellement eu à tacler dans le passé à Kinshasa. Je dois dire que les choses se sont bien améliorées par rapport à quand moi j'étais présent. Malheureusement, si j'avais une réponse
magique pour ça. Probablement que je pourrais déjà faire une entreprise qui gagnerait beaucoup d'argent parce que je pense que ça résoudrait le problème de beaucoup d'institutions. D'un point de vue technique, il y a quelques solutions, mais aucune n'est idéale. Même en mettant beaucoup d'argent, c'est un problème qui est très difficile à tacler. Donc la première chose, évidemment, c'est de doubler ses connexions pour être sûr de pouvoir passer de l'une à l'autre et de mettre en place des infrastructures réseau qui vont permettre de passer d'une connexion à l'autre quand il y a des problèmes. Une des solutions, c'est aussi d'utiliser la radio pour faire soi-même ces connexions entre ces agences, mais ça va être valide peut-être à Kinshasa, mais le problème, c'est que la RDC combine vraiment beaucoup de problématiques qui rendent le problème de connexion très difficile. La première problématique, c'est que c'est un pays gigantesque, donc c'est très difficile. Donc, par exemple, dans Kinshasa, on va pouvoir trouver des solutions parce que malgré tout, ça reste assez proche d'un point de vue distance. Mais dès qu'on va aller dans une autre ville, là, tout de suite, ça devient des problématiques très difficiles. Avec peu de connexions parce que ça coûte très cher en investissement de pouvoir mettre ces connexions en place. Donc ça, c'est un des problèmes. Et l'autre problème, c'est un problème de régulation pas vraiment suivie, ce qui fait que, par exemple, des solutions justement comme la radio, qui sont des solutions qui sont utilisées dans d'autres pays avec pas mal de succès, vont être problématiques parce que comme il n'y a pas de régulation au niveau de quelles fréquences sont utilisées, etc., c'est un peu le Far West et du coup, même si moi, comme institution, j'ai trouvé une solution à l'heure actuelle, quelqu'un peut venir soudain et complètement faire son truc et complètement bloquer ce que moi, j'avais passé des mois à mettre en place. Donc, malheureusement, je n'ai pas de solution magique. Les solutions qui existent, c'est toujours quand on passe avec des fibres optiques, avec des câbles. Donc, essayez toujours d'avoir des fournisseurs, vraiment des bons fournisseurs qui ne vont pas vous vendre. Donc, ce qui se passe souvent avec les connexions, c'est que le fournisseur vous vend, par exemple, 2 mégas et en fait, il a vendu 2 mégas à 10 personnes et il en avait en fait 10. Donc, du coup, ça pose vraiment un problème. Donc, essayez d'avoir des fournisseurs qui sont stables, qui sont reconnus sur la place. Et le problème venant de ça, c'est que ces genres de fournisseurs sont généralement chers. Donc, il y a pas de... je sais que les coûts de connexion à Kinshasa au pays sont vraiment, vraiment importants. Malheureusement, ça diminue, mais ça prendra encore beaucoup d'années avant que ça soit vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment outrageusement cher. Donc, solution... Alexandra, oui. Alexandra, si tu le permets. Bien sûr, vas-y. Voilà, d'un point de vue opérationnel, une des solutions, c'est de pouvoir avoir des lignes backup. Et je regarde ça, par exemple, par rapport au réseau d'agents bancaires, ils ont des terminaux sur lesquels on doit insérer des cibles qui leur permettent d'avoir de la connexion avec la banque. Alors, nous avons eu l'expérience selon laquelle, sur une des provinces, vous avez une société de télécommunications qui vous fournit de ces services-là. Mais malheureusement, sur cette province-là, par exemple, sa qualité de connexion n'est pas bonne. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est on se rabat sur le concurrent qui peut-être peut vous fournir le même service dans la même province avec une qualité un peu élevée. Donc, ce qui fait que, par exemple, quand vous allez chez un agent aujourd'hui, vous trouverez qu'il est toujours équipé d'au moins 2 cibles. Ce qui fait que quand il y a un problème sur l'un, il peut basculer sur l'autre. Et cela est fait aussi de manière stratégique, de manière à permettre à ce que quand l'un a un problème, il peut basculer sur l'autre. Je pense que c'est aussi une manière de pouvoir résoudre ce problème de connexion. Ok. Et pour rebondir sur ce que Jean dit, aussi essayer de ne pas utiliser toujours les mêmes technologies, les mêmes fournisseurs, parce que généralement, quand il y a un problème, c'est généralement des problèmes qui se répandent assez vite. Et du coup, c'est bien, quand on a des lignes de backup, d'avoir des lignes de backup sur d'autres technologies pour justement pouvoir être sûr que ça va fonctionner. Ok. Merci en tout cas, messieurs.
Mais Jean, tu étais pressé de prendre la parole parce que tu te doutais qu'il y avait encore quelques petites surprises. Deux belles petites questions pour toi, Jean. Tu as parlé de ton retour d'expérience, ça a inspiré plus d'un. Alors, il y a une première question pour toi, Jean. En combien de temps une institution peut-elle espérer commencer à avoir le retour sur investissement après un projet de transformation digitale? De ton expérience, après combien de temps le return on investment peut être possible ou espérer? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Je vois Edwige en train de soulever parce qu'elle sait très bien que la question du business case par rapport, par exemple, au réseau d'agents bancaires, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais ce qui est vrai, c'est que tout dépend de l'objectif de l'institution et c'est cet objectif qui fait que derrière, on construit un modèle sur base duquel on peut se dire que ces services digitaux ou ces services numériques vont être rentables dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais pour parler d'une expérience beaucoup plus précise, je vous parlerai du réseau d'agents bancaires. Ça va peut-être surprendre plus d'une personne ici. Je dirais que ça fait plus de combien d'années déjà? Ça fait plus de 9 ans. Ça fait plus de 9 ans que nous avons les réseaux d'agents bancaires et c'est à peine aujourd'hui que nous commençons à réfléchir sur sa rentabilité. Ah oui, d'accord. Parce qu'au départ, l'objectif n'était pas de faire du réseau d'agents bancaires un centre de profit. Dans la mesure où l'objectif que visait l'institution, c'était beaucoup plus renforcer la proximité. Et vous vous rappelez que je vous ai dit qu'au début, une agence ne pouvait pas desservir plus de 10 000 clients. Mais avec les réseaux d'agents bancaires, nous avons été capables de desservir 15 000 à 20 000 clients par agence. Okay. Alors, ça veut dire, même quand vous montez votre business model, il faut toujours se poser la question sur les bénéfices ou les profits physiques et les profits qui ne sont pas physiques. Je donnerai un autre exemple qui va peut-être aider aussi les uns et les autres à faire les choses de cette manière. La réputation que nous avons eue sur notre réseau d'agents bancaires nous a attiré beaucoup de partenaires. Ça veut dire que des gens qui viennent et disent « Oh, moi j'ai 1000 travailleurs chez moi, je voudrais que ces travailleurs puissent commencer à être payés chez vous. » En réalité, il y a gratuité sur notre réseau d'agents bancaires, mais parce que nous avons ces réseaux, cela nous a attiré un client qui nous amène 1000 clients et sur cette transaction, sur ces partenariats, nous pouvons gagner quelque chose. Ça veut dire qu'il faut penser aux bénéfices directs de la chose, mais aussi aux bénéfices indirects. Il y a aussi la question des survies, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'Edwige l'a dit, une institution qui ne réfléchit pas digital pourrait peut-être être appelée à disparaître demain après-demain. Sous d'autres cieux, au Kenya, il y a des institutions qui existent, mais qui n'ont aucun bâtiment physique. Tout est digital. Donc, ça veut dire, parce qu'il s'agit d'une question de survie, il faut aussi qu'au moment où nous montons nos modèles économiques, nous puissions en tenir compte. Donc, ce sont là tous les éléments qu'il faut mettre en concert avant de pouvoir se dire, bon, voilà, sur une année, je vais avoir autant, sur 2 ans, je vais avoir autant. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous montez votre modèle économique, il faut toujours vous assurer que l'investissement que vous mettez dans la mise en place de ces services, vous aurez un retour dessus. Je voudrais ajouter juste aussi, ce qui est souvent pas regardé en ces termes, c'est aussi tout l'argent que vous n'allez pas dépenser. Donc, si vous avez un réseau d'agents bancaires qui est très développé, vous avez besoin d'ouvrir moins d'agences. Ouvrir une agence, ça coûte très cher. Donc, ça, c'est de l'argent qui va être difficile à estimer en termes de rentabilité, mais qui va être quelque chose quand même qui va avoir un impact sur votre profitabilité. Vous avez besoin de moins de gens à la caisse. Vous avez besoin enfin, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à l'intérieur de votre institution qui font que malgré tout, vous allez économiser. Et c'est vrai que c'est un problème. On a beaucoup de questions dans le chat à propos des ressources humaines et le fait que la digitalisation, ça va prendre des emplois.
je pense que ça va transformer des emplois. Et c'est vrai que c'est quand même plus intéressant d'avoir des gens qui vont à l'intérieur de votre institution travailler en interne, essayer d'améliorer le service client, plutôt que des gens qui passent une journée à attendre qu'un client puisse venir compter les sous et lui donner les sous. Ça va être des jobs forcément peut-être un peu moins, mais qui vont se transformer, qui vont générer aussi des nouveaux emplois. Donc, je ne pense pas que ça soit vraiment digitalisation contre emploi, mais c'est plutôt une transformation de la société qui fait que de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière. C'est quelque chose qui va venir et la société va s'adapter. Mais merci beaucoup Christophe pour ton intervention et merci à Jean également. Et l'intervention de Christophe me permet d'embrayer sur la dernière question que je vais adresser à Jean, mais je laisse l'opportunité à tous les autres intervenants de pouvoir compléter la réponse de Jean. Mais justement, on a beaucoup parlé de RH. Le participant dit ceci. Il existe un écart constaté entre le nombre d'agents recrutés par les institutions financières et même les telcos mobile money et le nombre d'agents réellement actifs. Qu'est-ce qui crée cet écart et quelles sont les pistes de solution? Voilà, c'est une très très belle question. Je crois que le vrai problème qui est à la base de cet écart, c'est d'abord la manière dont les réseaux sont animés. Ça, c'est en premier lieu. Et en deuxième lieu, je crois qu'il y a un problème au niveau de ce qu'on peut appeler la value proposition. Il y a ce qu'on appelle agent value proposition. L'agent value proposition, c'est en fait, qu'est-ce que vous vendez à l'agent? Et je peux vous assurer que ça, c'est la difficulté que nous, en tant qu'institution, nous avons eu au départ. Parce qu'au moment où nous lancions notre réseau d'agents bancaires, il n'en existait pas un au niveau de la RDC, au niveau du pays. Ce qui fait que nous étions obligés d'avoir une value proposition où parfois, nous payons à l'agent pour les travaux qu'il n'a pas fait. Ça veut dire, on arrive chez toi, on te dit, bon voilà, si tu acceptes de devenir notre agent, chaque mois, on va te donner un $50 de commission et puis voilà, tu es notre agent. Cela n'est lié ni au travail qu'il aurait fait au bénéfice de l'institution, ni aux transactions qu'il aurait effectuées avec nos clients. Mais nous avions des difficultés à faire comprendre exactement c'est quoi les modèles d'affaires agent bancaire. C'est un modèle d'affaires d'ailleurs. Alors, on passe à une deuxième étape où on dit à l'agent, en fait, si tu fais autant de transactions avec nos clients, nous pouvons te payer en fonction de ces transactions. Mais comme vous le savez, le nombre de clients n'évolue pas de la même manière ou à la même vitesse que le nombre d'agents que nous lançons. Et en fait, généralement, quand on parle de ça, c'est comme une histoire de chicken and egg. Donc, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est l'agent? Est-ce que c'est les clients? Donc, mais je crois que la vraie réponse au taux d'activité qui est le moins élevé se trouve dans la proportion des valeurs. Et c'est quoi la proportion des valeurs? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a lancé une application mobile pour permettre à l'agent d'enregistrer des nouveaux clients. En fait, c'est là l'affaire. Un agent, il doit comprendre qu'il doit construire son propre portefeuille autour de lui des clients. Et c'est par rapport à ces portefeuilles qu'il va avoir plus de transactions, il va avoir plus de volume de transactions et ceci va lui permettre de gagner plus de commissions. Et je vous assure, un agent qui gagne des commissions ne deviendra jamais inactif. Et je crois que c'est là le problème réel. Aujourd'hui, il y a certains agents qui se comportent comme, il reste dans son activité, il dit, la banque va m'envoyer des clients. Et c'est là le problème. Ou le télécom va m'envoyer ses clients. C'est là le problème. Un agent, c'est celui qui réfléchit en disant, donc, pour que je sois profitable, il faut que je mobilise des gens autour de moi. Il faut que je mobilise des clients, j'enregistre des clients autour de moi à qui je vais offrir des transactions qui me permettront d'avoir plus de commissions. Voilà un peu en gros. Et ça, il faut dire que c'est l'institution qui doit jouer ses rôles d'animation du réseau. Oui. Parce qu'il y a
S'il y a quelqu'un qui va chez un agent, il lui explique, voilà comment tu peux gagner. En fait, voici les stratégies pour que tu gagnes. Cet agent n'est jamais inactif. Ok. Voilà. Écoutez, j'ai déjà fait 2 entorses en vous posant des questions avant le moment. Et puis en anticipant l'une et l'autre chose, je vais quand même prendre une dernière question qui vaut la peine. C'est même sur demande d'un des intervenants, donc je vais honorer l'intervenant. Une question dans le chat qui dit « Comment surmonter les contraintes d'ordre légal et réglementaire dans le digital pour certains canaux qui ne sont pas encore autorisés par le régulateur. Il peut s'agir de moyens de paiement, de stockage des informations, de signature électronique. Edwige, peux-tu nous répondre aux préoccupations de ce participant de manière à clôturer cette partie? Oui, Alexandra, merci pour la question. En fait, ce que j'aimerais dire par rapport à ce sujet, c'est que même les réglementations évoluent, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que en RDC, quand les services financiers numériques ont commencé, il n'y avait pas encore de cadre réglementaire. Donc, ce que les institutions financières ont fait, qui souhaitaient développer ça, c'est qu'elles ont approché la Banque centrale en exposant leurs besoins, leurs projets, en démontrant par A plus B sur base d'expérience et d'expertise vue ailleurs comment ça pourrait être déroulé en RDC et en maintenant le dialogue en fait. Et ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est 2 choses. Soit le régulateur estime que ce n'est pas du tout adapté parce qu'il a quand même un rôle de protection du consommateur, de protection de l'épargnant, et c'est non, ça règle le problème. Soit le régulateur accompagne en fait le mouvement en disant « allons ensemble, nous allons apprendre ensemble, sur base de ce que vous allez dérouler, nous allons aussi dérouler une réglementation et nous inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs. » Alors, c'est ce qui s'est fait pour le développement des services numériques en RDC. Il y a d'abord eu des tentatives de développement, notamment de réseaux d'agents bancaires. Donc là, je parle vraiment de services numériques au-delà de distributeurs de billets de cartes. Ça, c'était basé, ça existait. Mais quand il a fallu développer des réseaux d'agents bancaires et faire des transactions sur les réseaux d'agents bancaires, le régulateur a suivi et s'est adapté. Donc, ma réponse à cela, c'est que si la personne qui a posé la question travaille dans une institution qui souhaite déployer des services qui ne sont pas encore couverts par la nouvelle réglementation qui a été mise en place, qui est assez jeune, il faut approcher le régulateur et discuter. Il y a un degré d'ouverture qui fait qu'on peut servir de test, on peut être vraiment les pionniers et avancer main dans la main avec le régulateur pour ne pas non plus se mettre à risque, notamment en termes de pénalités et tout ça. Néanmoins, il y a des choses effectivement qui sont encore dans le gris. Je vois dans la question qu'il y a aussi la question, il y a la question des moyens de paiement, je pense que je viens d'y répondre, mais la question des choses comme des signatures électroniques, c'est vrai que c'est pas signature électronique, la problématique de la signature électronique, c'est pas une problématique spécifiquement uniquement bancaire. Donc, il y a peut-être d'autres acteurs, d'autres régulateurs qui viennent en jeu. Et là aussi, je pense qu'il faut approcher le régulateur dont on dépend et en parler. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer des choses. Ça veut dire que quand on les essaye, il faut avoir écrit au régulateur, il faut avoir démontré qu'on a, en toute transparence, parlé de ces projets et ensuite avancer sur base de l'orientation reçue par le régulateur. Super, merci. Je voudrais juste ajouter que, par exemple, pour la signature électronique, c'est une problématique qui n'a pas du tout été, pour l'instant, finalisée, quasiment nulle part. Il y a quelques pays de l'Est où ils ont vraiment réussi à mettre ça en place, mais en Europe, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout en place. Donc, ça va être quelque chose qui va être difficile de convaincre les régulateurs au Congo que c'est une solution qu'il faut mettre en place au Congo parce que, justement, ça n'a pas vraiment été… donc, il faut aussi que vous regardiez par rapport aux technologies. La question, c'est… Ce que moi, je vois par rapport aux banques, c'est que généralement, les banques, même si elles apportent de l'innovation, on avance sur l'innovation parce que ça génère aussi des risques. Et ce point de vue de la signature électronique, c'est quand même encore quelque chose qui est vraiment très en avant. Et même si je sais que c'est quelque chose qui faciliterait énormément la vie des banques, justement pour pouvoir digitaliser la partie contractuelle, il faut quand même être prudent sur ces nouvelles choses tant qu'il n'y a pas un standard qui a été mis en place.
Ok. Merci beaucoup aux intervenants. Merci aux participants pour leur interaction au niveau du chat et au niveau du Q&A. Nous avançons lentement et sûrement. Nous sommes donc au moment où nous allons jauger, évaluer votre niveau de satisfaction. Est-ce que ce webinaire a pu vous rassurer, vous apporter des solutions ou simplement vous apporter un éclairage nouveau par rapport aux services financiers numériques? Nous allons donc à cet instant afficher au niveau de l'écran un vote. Tout d'abord, vous avez une première question qui vous demande de savoir si le contenu de ce webinaire correspondait à vos attentes. Ensuite, si le webinaire a abordé des thèmes qui touchent directement à vos préoccupations et aux défis de vos institutions. Et enfin, vous avez une troisième question qui vous demande de pouvoir juger ce que vous avez apprécié le plus. Donc, à vos claviers, à vos téléphones, à vos ordinateurs, nous voulons que vous vous exprimiez. Alors, l'exercice que nous avons fait depuis le début de ce webinaire, ce sera de vous motiver à nous répondre. 25% ont déjà voté. Vous avez 2 minutes. Je vous en prie, c'est vraiment important parce que ça nous permet de nous améliorer, ça permet d'encourager les intervenants, ça permet d'encourager notre hôte et finalement cette plateforme qui s'est donnée pour objectif de pouvoir répondre à vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas à donner un feedback. Nous avons déjà 50% de personnes qui sont occupées à réagir et qui ont déjà voté, donné leur avis. Nous vous encourageons à continuer ainsi. Vous avez constaté, le format était un peu différent. Nous avons expressément, suite à différents feedbacks, glissé vos questions au fur et à mesure pour que ce soit finalement une discussion ensemble. Dites-nous ce que vous en pensez. Avez-vous apprécié? C'est vrai que nous avons un petit peu débordé, mais finalement, nous avons pris le temps pour répondre à la majorité de vos questions. 70% de personnes qui ont voté. Encore quelques secondes. Je vous laisse 15 secondes pour répondre si on a encore certains qui lisent les questions. Mais la tendance, elle est déjà claire. Je vous en prie. Plus que 5 secondes. Nous avons 83% de personnes qui ont voté. Ça se tasse. Ah, ça augmente un peu. Je vais clôturer ainsi le vote. Mais un tout grand merci. Vous êtes nombreux à avoir estimé que le contenu de ce webinaire répondait à vos attentes. Nous sommes heureux que ce webinaire ait abordé les thèmes qui touchent directement à vos préoccupations. Et nous voulons remercier nos intervenants car la qualité de vos interventions ont été largement appréciées et plébiscitées. Donc, merci à vous. Et nous remercions également Sephora, bien entendu de nouveau les intervenants, car la dynamique du webinaire, les interactions entre intervenants ont également été fortement appréciées. Alors, je vais céder la parole au FPM par l'intermédiaire de Sephora pour nous dire le mot de la fin. Sephora, the floor is yours. Merci Alexandra. Merci beaucoup à tous les intervenants. Nous venons aujourd'hui de voir dans ce webinaire les avantages des services financiers numériques. Les paiements numériques aujourd'hui, nous l'avons compris, réduisent les coûts, augmentent la transparence, encouragent la mobilisation des ressources nationales et contribuent aussi à limiter les pertes. Nous savons aussi maintenant que les paiements numériques créent également des nouvelles opportunités économiques, y compris pour la capacité à participer à l'économie réelle et pour accéder aussi à des nouveaux marchés du point de vue des institutions financières. Parallèlement, on sait aussi que le financement via le numérique fait progresser l'inclusion financière, favorise aussi l'autonomie des femmes et stimule la croissance inclusive. On peut passer de slide, Alexandra. Merci. Au niveau du FPM, nous savons que le développement et le lancement de services financiers numériques comportent plusieurs défis. Et pour en tirer un maximum parti, nous conseillons aux institutions financières de s'entourer d'experts qui ont déjà réalisé ce genre de projet et qui sont capables de gérer les risques associés justement à ces projets.
C'est dans ce contexte que le FPM, lui, a mis en place une approche d'intervention de développement de services financiers numériques adaptée à toutes les institutions financières, quelle que soit leur taille, et qui surtout répond aux besoins de la clientèle cible. Alors, ces interventions sont prises en charge et sont pilotées dans un des centres de compétences du FPM-ASBL, appelé Accélération des innovations technologiques. Donc, en plus des services financiers numériques, ce centre de compétences accompagne les institutions financières dans le développement de stratégies numériques. Alors, dans ces stratégies numériques, on peut compter le mobile money aussi, le bank to wallet, le wallet to bank. Nous accompagnons aussi les institutions dans le développement des réseaux d'agents bancaires. Nous les accompagnons aussi pour le développement de solutions d'efficience opérationnelle. Christophe et Jean ont parlé de ça aussi. Ils ont parlé de la digitalisation des processus de crédit, appelé communément workflow. Nous accompagnons des institutions dans ce genre de projet, nous l'avons déjà fait. Et nous appuyons aussi les institutions dans la mise en place d'outils de reporting dynamique pour un peu faciliter le pilotage des activités. On parle généralement le terme communément appelé business intelligence, pour donner justement à l'institution la capacité de mieux gérer les risques associés à l'activité de crédit. Et cela permet aussi aux institutions de prendre des meilleures décisions stratégiques. Donc, pour avoir plus d'informations, je pense que vous avez déjà des questions à ce sujet. Je vous invite vraiment à entrer en contact avec nous. J'ai mis les contacts sur l'écran. Je pense que la plupart des personnes ici présentes connaissent aussi des personnes au FPM. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Alors, tout ce qu'il me reste, Alexandra, c'est à vous remercier tous. Au nom du FPM, je remercie les intervenants. Je remercie tous les participants présents à ce webinaire. Alexandra, je te passe la main. Merci Sephora. Vous l'avez compris, la fin du webinaire ne marque pas la fin de la disponibilité du FPM pour vous. Donc, contactez-les. Cette plateforme est là et il y a différentes choses qui ont été mises en place pour vous. Nous arrivons à la fin de ce webinaire et nous allons clôturer en disant chose promise, chose due. Nous avions dit que nous avions une petite surprise pour vous. À vos agendas, prenez note. Rendez-vous le 5 septembre, cette fois un samedi, parce que vous nous avez dit que le samedi matin était aussi un beau créneau pour vous. Donc, nous sommes attentifs à vos préférences. Samedi 5 septembre à 10h, cette fois pour parler de gestion de risques financiers au lendemain de la crise Covid-19. La notion de risque a beaucoup été mise en avant. L'importance de gérer ces risques qui sont face aux institutions est importante. Vous voyez les intervenants de choix qui sont à l'affiche, qui seront là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est déjà présent. Il s'affiche en haut de l'écran. Et donc, je vous remercie pour votre disponibilité, pour l'interactivité. À mon tour également de te remercier, Sephora, pour l'excellente co-animation, co-modération de ce webinaire. Ce fut vraiment un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup, Edwige, pour la disponibilité, pour les réponses. Merci beaucoup, Jean, pour l'apport pratique et finalement ce transfert d'expérience qui s'est fait avec beaucoup de passion et la réponse aux questions. Merci à toi, Christophe, pour la disponibilité et pour ce souci de pouvoir proposer des solutions qui vont aller dans le sens de solutionner les problématiques vécues par les institutions financières. Je vous dis donc une très bonne journée. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end et on se retrouve le 5 septembre, donc presque dans un mois. Et nous vous attendons encore nombreux car nous avions dépassé la barre des 102 inscrits pour ce webinaire. Donc, restez connectés, restez fidèles à la plateforme et je vous dis juste au revoir et merci. Bye. Merci, au revoir. Bien.